C'est la troisième rencontre de notre saison de webinaire ce soir, après le Cap-Vert en juin et le Rajasthan il y a 2 semaines. Ce soir, nous allons parler ensemble d'une destination qui est emblématique pour Rencontre au bout du monde, une destination que nous proposons depuis mars 2011. Et cette destination, comme vous le savez, c'est l'île de Sumatra, qui est la plus grande île, hein, des centaines et des milliers d'îles indonésiennes. J'ai dit qu'il s'agissait d'une destination emblématique parce qu'elle a marqué pour Rencontre au bout du monde, 10 ans après nos débuts, le commencement de notre progression en dehors du sous-continent indien et de l'Asie centrale. Alors, étant donné le décalage horaire avec Sumatra, nous n'aurons pas ce soir, comme ce fut le cas pour le Cap-Vert et le Rajasthan, de discussion en direct avec nos partenaires et nos amis indonésiennes et indonésiens. Mais on vous réserve quand même quelques surprises. euh, Notamment pour les personnes qui sont présentes ce soir, qui sont déjà parties avec nous. Enfin, j'espère qu'il y en a quelques-unes et quelques-uns de voyageurs partis avec Rencontre au bout du monde à Sumatra. En tout cas, je vous confie un secret, ils sont revenus ravis et même parfois bouleversés par leur voyage. C'est un voyage qui marque beaucoup. En tout cas, j'espère qu'elles seront là et qu'ils seront là pour vous apporter leur témoignage un petit peu plus tard et pourront même répondre à vos questions si vous en avez. Je regarde si j'ai pas oublié des gens. Non, pour l'instant, j'ai admis tout le monde. Voilà, bah, vous avez le programme de cette rencontre. C'est parti. Bienvenue à Sumatra et au pays des hommes fleurs, Mentawai. Ben, merci à Liana, en tout cas, qui a concocté cette vidéo pour vous cette semaine, spécialement pour vous. Moi, je m'appelle Patrick Wasserman, je suis le fondateur et le directeur de Rencontre au bout du monde. Rencontre au bout du monde, je vous le rappelle, a été créée en janvier 2000 sous la forme d'une association Loi 1901 à but non lucratif et propose donc depuis 2000, donc depuis 25 ans, plus de 25 ans, même des voyages équitables et solidaires, qui sont des rencontres humaines réellement authentiques, et aujourd'hui dans une douzaine de pays sur 4 continents. Rencontre au bout du monde se positionne résolument dans un esprit associatif où le lien humain et la rencontre priment et président à toutes ces actions. Lorsque l'on voyage avec nous, du coup, on devient ainsi en quelque sorte propriétaire de son agence de voyage, avec, pour celles et ceux qui le souhaitent, l'opportunité ou pas, après le voyage, de devenir actrice ou acteur de l'association en s'impliquant à nos côtés. Nos voyages sont vraiment des expériences immersives à vivre en très petits groupes ou en privé ou sur mesure, de merveilleuses aventures humaines en tout cas, où les maîtres mots sont le partage, l'échange, le bonheur, la sincérité. Rencontre au bout du monde est détenteur du label Tourisme équitable, qui garantit aux voyageurs l'application des pratiques du commerce équitable dans l'organisation d'un voyage, c'est-à-dire des rémunérations locales justes et concertées, la transparence à tous les niveaux, un engagement dans la durée avec nos partenaires et notre soutien financier également à des projets locaux qui émanent des populations d'accueil.
Voilà, c'est ainsi que les véritables bénéficiaires de ces voyages sont avant tout les personnes qui vous reçoivent. Et c'est grâce à ces relations exceptionnelles que l'on a avec ces personnes que lorsque vous êtes chez l'habitant, par exemple, nous vivons des moments intenses de rencontres, de sourires et surtout de chaleur humaine. Alors, je vais lancer le partage d'images, si j'y arrive. Alors, Sumatra, donc, c'est l'île la plus peuplée d'Indonésie, avec une population qui avoisine 60 millions d'habitants. L'Indonésie compte dans sa totalité plus de 280 millions d'habitants, qui sont répartis inégalement sur de très très nombreuses îles, qui sont plus ou moins peuplées, plus ou moins touristiques, parfois ultra touristiques, hein, comme par exemple Bali, où il y a un tourisme de masse prédateur qui sévit depuis très longtemps. Mais parfois, il y a d'autres îles qui sont moins fréquentées, comme c'est le cas de Sumatra, bien que ce soit la plus grande, avec une fréquentation largement inférieure. Alors en Indonésie, la population est 90% musulmane, ce qui en fait la plus grande communauté musulmane du monde. Mais vous y croiserez peut-être quand même quelques chrétiens, ou même des bouddhistes, ou des hindouistes. Elle reste un monde multiculturel, donc avec plus de 600 groupes ethniques, dont une bonne vingtaine sont sur Sumatra. Et à Sumatra, vous rencontrerez des ethnies comme les Minangkabau et évidemment les Mentawai, à la rencontre desquels vous irez dans cette province de Ouest Sumatra. Et évidemment aussi des Batak qui sont issus de tribus tibétaines dans le nord de l'île. L'Indonésie, c'est le plus grand pays archipel du monde. Ça s'étend sur plus de 5000 km d'est en ouest et 1700 km du nord au sud. Sumatra donc, est située sur l'équateur et c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, la plus grande des îles, alors après Bornéo. Donc en tout cas, c'est la sixième île du monde en termes de dimension, avec plus de 470 000 km², c'est-à-dire 85% de la superficie de la France, mais par contre étalée là sur l'île de Sumatra sur 1800 km, avec 10 provinces, dont la province occidentale, qu'on appelle Ouest Sumatra, où se déroule la plus grande partie de nos séjours, et sa capitale, Padang. Partir à la découverte de Sumatra, c'est partir à la découverte d'une Indonésie à la nature sauvage, ce qui est fréquent en Indonésie, mais particulièrement à Sumatra, et en plus avec un héritage culturel magique, très riche de trésors cachés, méconnus, dont vous découvrirez une partie des mystères lors de votre voyage avec nous. Ouest Sumatra. Donc, pour vous faire découvrir Sumatra, comme sur beaucoup de nos destinations, nous avons fait le choix de collaborer non pas avec une agence de voyage réceptive locale, mais avec une organisation, une ONG locale, l'association RIMBA, avec laquelle nous y avons imaginé depuis le début et conçu nos séjours et décidé des régions où nous irions et donc de cette région où se trouve l'association, qui est la partie occidentale, la province occidentale de Sumatra. Alors, je reviendrai dans quelques instants sur les activités de l'association de Rimba, pardon. Mais tout d'abord, je voulais vous dire quelques mots sur nos séjours, dont évidemment vous trouverez une description beaucoup plus détaillée sur notre site internet. Chez Rencontres au bout du monde, vous le savez, nous donnons du temps au temps, et surtout du temps pour la rencontre, avec un tourisme donc plutôt lent. À Sumatra, nous proposons deux circuits principaux de 16 à 19 jours, tous les deux très immersifs, qui s'articulent autour de plusieurs lieux. Et aussi, on propose là-bas des expériences locales qui peuvent être organisées sur mesure dans un ou plusieurs de ces lieux, que je vais vous présenter maintenant rapidement. Alors pour commencer, on fait un court séjour à la capitale de West Sumatra, Padang. C'est là qu'on atterrit. Alors, on a des richesses architecturales, on a un port, marché aux poissons, donc c'est assez typique. On est hébergé dans un petit hôtel en plein centre. Euh, une autre région, alors où on va seulement avec notre circuit numéro un, je vous ai dit qu'on en avait deux. Le circuit numéro un, donc quand on se dirige vers le centre de l'île, on va dans cette vallée qui s'appelle la vallée de Harao, qui est une vallée très verdoyante, très fertile, que vous voyez aussi derrière moi.
Et vous irez là-bas pêcher les anguilles, récolter du café ou des fruits, faire de très belles randonnées dans la nature. Et même, on peut se baigner au pied de cascades qui dégringolent de falaises granitiques qui sont caractéristiques de cette vallée. Et nous passons là-bas des journées en famille avec les habitants de la vallée et on dort le soir dans un éco-lodge, dans de beaux petits bungalows qui sont très confortables. Tout ça, c'est dans un endroit très calme et très reposant où vous pouvez aussi en profiter pour savourer les spécialités culinaires traditionnelles. La nourriture indonésienne est très très riche et très très variée, légèrement épicée. Euh, Toujours pour le circuit numéro un, le lac de Maninjao, donc, qui est un peu plus au nord, qui est un lac qui s'est formé après une éruption volcanique il y a 50 000 ans, donc il y a assez peu de risques que ça redémarre. Il est utilisé par la population pour l'aquaculture et les marais qui sont autour, qui se trouvent tout autour, sont utilisés pour la culture du riz, hein, comme rizière. Les villages traditionnels Minangkabau qu'on trouve autour du lac offrent un aperçu fascinant de cette culture donc particulière, hein, avec des maisons, comme on en a vu tout à l'heure, à toit qu'on appelle en forme de corne de buffle, qui sont typiques de cette architecture Minangkabau, Minang. Là-bas, donc, autour du lac Minanjao, on vit une immersion villageoise chez l'habitant, dans un village qui s'appelle Sungai Batang dans lequel on vous propose plusieurs activités, comme des cours de cuisine indonésienne, bien sûr, et puis des travaux dans les plantations ou dans les rizières. Donc tout ça, c'est le circuit numéro un. Dans le circuit numéro un, comme le circuit numéro 2, et encore plus en profondeur, encore je dirais pour le circuit numéro 2, une immersion au cœur de la jungle de l'île de Sibérut, où vous serez accueillis chez l'habitant, dans les maisons claniques du peuple Mentawai, le peuple des hommes-fleurs. Quelques images de Mentawai, de Sibérut. Pour le circuit numéro 2, on vit ensuite une plongée dans les activités de l'association Rimba, dans le village de Sungai Pinang, dont nous allons vous parler dans quelques instants. Ouais, pour terminer en beauté, dans nos deux circuits, ce que nous appelons nous le séjour au paradis, un lieu d'où vous aurez du mal à partir, une halte farniente ou presque dans un écolodge qui est en bord de mer, auquel on ne peut accéder d'ailleurs que en bateau par la mer. C'est l'écolodge Rimba qui est relié à cette association Rimba. C'est pas très loin, hein, c'est à quelques encablures de bateaux. Et c'est tenu par Renault, qui est notre partenaire et un de nos guides à Sumatra. Francophone, guide francophone. On a peu de guides francophones disponibles sur Sumatra, mais en Indonésie, on trouve des guides francophones. Mais sur cette région très précise, nous travaillons avec deux guides francophones qui parlent très très bien français. C'est même très étonnant le niveau de français qu'ils arrivent à avoir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous vous proposons également une extension de 5 jours dans la province Nord pour un mini-trek en pleine nature à la découverte des derniers orang-outans de la planète. Voilà, je vous parlais de notre partenaire local, l'association Rimba. Et le mieux, c'est de laisser sa présidente, Nadège Lano, vous parler, vous la présenter elle-même par cette petite vidéo de 5 minutes qui a été enregistrée. Alors, j'ai un utilisateur qui arrive, je l'admets, et je lance la vidéo, en espérant que ça va marcher. Bonjour à tous, donc je me trouve aujourd'hui en présence de Nadège Lano. Nadège, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais en Indonésie? Alors, je suis arrivée pour la première fois en Indonésie en 2007 en tant que volontaire pour un centre de réhabilitation pour les gibbons à Bornéo. Et c'est là-bas que je suis vraiment tombée amoureuse de l'environnement en Indonésie, de la forêt tropicale notamment. Et du coup, j'ai décidé après de monter ma propre association en 2012, suivie en 2013 par la création de l'écolodge.
L'autre avantage de l'écologe, c'est de pouvoir sensibiliser en fait les voyageurs qui viennent ici à nos actions et nos missions. On propose également au niveau de l'écologe en fait des excursions sur le terrain, des excursions à la journée aux voyageurs. Et lors de ces excursions, ils peuvent visiter en fait les locaux de l'association et voir nos projets vraiment sur le terrain. Ce système-là nous permet d'obtenir plus de dons puisque les voyageurs qui sont sensibilisés à nos actions sont nos principaux donateurs au niveau de l'association. Nadège, tu peux nous présenter les 4 projets phares que vous avez au sein donc, de l'association Rimba. Donc, en effet, notre association travaille sur 4 grandes thématiques. On travaille sur la conservation de la forêt tropicale, la conservation des tortues marines, également sur le recyclage des déchets et plus spécifiquement sur le recyclage des plastiques, qui est un vrai fléau ici. Et enfin, on fait de la sensibilisation aux enfants et aux jeunes par rapport aux problématiques environnementales grâce à notre centre d'éducation environnementale. On se trouve en fait dans la réserve naturelle de Moirod-du-Haut qu'on voit derrière nous, au bord d'une mangrove. C'est une réserve qui fait à peu près 450 hectares, un endroit qui est très important à conserver puisqu'on a une forêt en fait, qui va fusionner avec l'océan, ce qui donne un lieu déjà très rare, puisqu'on n'en trouve plus beaucoup, et d'une richesse au niveau de la biodiversité qui est vraiment phénoménale. Alors on se trouve sur l'île de Marac, qui est le site principal de ponte des tortues vertes et des tortues imbriquées dans notre région. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de la protéger. Et derrière nous, on a un nid. Et alors pourquoi il y a besoin de sécuriser ces nids? Alors on a déjà un problème de prédateurs naturels ou non naturels, comme les varans. Alors les varans sont des prédateurs naturels. Ensuite on a les sangliers aussi, qui détruisent tous les nids et qui eux ont été importés sur l'île à l'époque de la colonisation par les Hollandais. Troisième position, les humains, comme d'habitude, qui viennent et qui braconnent les œufs de tortues pour les revendre au marché noir. Est-ce que ici tu peux nous dire par exemple quand ces œufs ont été pondus et quelle est la durée d'incubation en général pour les tortues marines? Alors là, le nid a été pondu le 17 janvier et la fourchette d'incubation est entre 45 et 75 jours. Donc on peut espérer les voir bientôt sortir de sable. Oui. Aujourd'hui, on se trouve dans le village de Sungai Pinang, qui est un village qui est situé à peu près à 20-30 minutes de bateau du Rimba Ecolodge. Alors ici, on a 2 structures. On a d'abord un centre de recyclage. On est focalisé principalement sur le recyclage des plastiques, donc déchets majoritaires ici et le plus polluant. Donc on a une machine en fait qui permet de transformer le plastique en gasoil. L'autre structure, c'est le centre d'éducation environnementale qui permet de sensibiliser la jeune génération aux problématiques environnementales, on va dire globales, mais aussi locales qui les touchent directement. On ne se lasse pas. Le mieux, c'est quand même que vous y alliez voir directement vous-même, sachant que notre fonds de développement, le fonds de développement de Rencontres au bout du monde, contribue modestement à plusieurs de ces projets. Alors, vous rencontrerez probablement pas Nadège, puisqu'elle est rentrée en France depuis 1 an et demi environ, d'où elle poursuit le pilotage de l'association. Elle en est toujours la présidente et elle s'occupe beaucoup de la recherche de fonds pour faire vivre l'association qui a plusieurs salariés sur place. Voilà, elle a évidemment passé pas mal d'années sur place elle-même. Par contre, alors, nous avons la chance et le privilège, peut-être, si tout va bien, d'avoir ce soir avec nous une personne qui a beaucoup compté
et contribué à l'élaboration de nos séjours sur l'île de Sibéroute auprès des Mentawai. Il s'agit de Tani Juguin. Je ne sais pas si tu es là, Tani. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Vos micros sont éteints, donc il faut peut-être que tu l'allumes. Je ne t'ai pas vu arriver, mais peut-être que tu es là. Bonsoir, je viens Elle est d'allumer là. caméra Voilà. et micro. Est-ce que vous m'entendez? On te voit même. Ah, super. Bonsoir à tous et à toutes. Ah, merci, c'est super que tu aies pu te connecter, être avec nous. J'étais pas du tout sûr quand je t'ai demandé l'autre jour. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis Je ravie. sais que tu as plein de choses à faire et que tu es très occupé. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Ben, alors, je suis ravi de te revoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, depuis 2 ans, depuis 2020, 3 ans, même depuis 2022. Est-ce que tu peux te présenter et nous résumer euh, les expériences que tu as vécues là-bas? Déjà dire qui tu es, voilà, tout simplement. Merci pour cette belle présentation en tout cas. Moi-même, je suis honorée de participer ce soir. Donc, je m'appelle Tani Juguin, je suis française. J'ai aujourd'hui 2 ans et je suis partie pour la première fois à Sibéroute lorsque j'avais 18 ans pour 2 mois en solitaire. Et ensuite, j'ai trouvé plein d'excuses pour y retourner, y retourner, y retourner encore, jusqu'à y vivre pendant pas mal d'années, la moitié de l'année sur place. Euh, j'ai notamment travaillé avec les Mentawai sur des projets audiovisuels, de réalisation filmique par les Mentawai eux-mêmes. Ça a d'ailleurs été soutenu pendant plusieurs années par Rencontre au bout du monde. Et puis après, je me suis surtout lancée dans la bande dessinée. J'ai sorti un album euh, avec Jean-Denis Pendanx aux éditions Futuropolis et surtout une très forte participation des Mentawai à cet album. Ah, je crois qu'on a perdu. Ah oui, non, merci. Et ben Euh, voilà, ouais, voilà le voilà. l'album. Le voilà. Et puis j'ai continué à y aller encore dans les années qui ont suivi jusqu'à la dernière fois. Ouais, ça, ce sont les cérémonies, les premières planches de l'album. La dernière fois, je crois que c'était il y a 1 an et demi que j'ai pu y retourner. Voilà. Donc je parle couramment indonésien et mentawai. Voilà. Et je suis Et, devenue autrice de bande dessinée et projectionniste et de tu es en cinéma. train de préparer une autre bande dessinée, d'après ce que... Parce que la dernière fois qu'on s'était vu ou parlé, tu étais en écriture. En fait, j'ai 3 bandes dessinées en cours. J'en ai D'accord. 2 qui sont en train d'être dessinées par des dessinatrices. Donc une qui se déroule en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Une autre qui est beaucoup plus intime. Et une autre qui sera tout aussi intime, mais qui est en cours d'écriture, qui n'a pas encore de dessinatrice. Voilà. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des caractéristiques du peuple et de la culture Mentawai? Qu'est-ce qui... Bon, tu as une formation en ethnologie, en anthropologie, je ne sais plus lequel des deux, si je me trompe pas, ou je me trompe peut-être Alors, complètement, ou tu as appris ça sur le terrain, plutôt sur le terrain. voilà. J'ai Mais en pris tout des cas, cours d'ethno. les spécificités qui peuvent être, enfin, il y en a beaucoup, hein, j'imagine. Donc c'est un peuple animiste et Mhm. qui est très très proche de la nature et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est aussi les racines qu'on cherche à retrouver et qu'on a complètement perdues en Occident. Donc Ouais. vas-y, je te laisse parler. Oui, oui, ben en fait, je suis devenue ethnographe sur le tas, quoi. C'est-à-dire, ethnographe, c'est celui qui va plutôt récolter les données d'un peuple. L'ethnologue, c'est celui qui va les analyser, et l'anthropologue qui va en faire une théorie sur le genre humain. Voilà, donc moi, c'était vraiment plus spécifique Mentawai, vraiment ethnographe. On peut dire que les Mentawai, en fait, ils vivent sur tout l'archipel des Mentawai, qui est composé de 4 îles majeures. Mais la plus grande étant Sibéroute, et c'est aussi là que se trouve encore la plus grande forêt sur l'archipel. Donc c'est vraiment un écrin vert hein, encore dans l'ouest Sumatra. Et du coup, bah, les dernières populations à vivre pleinement de la forêt, c'est-à-dire en quasi totale autonomie avec l'environnement de ce qui les entoure, quoi. Donc il y a environ aujourd'hui 1 millier de Mentawai qui vivent dans des humas, donc des maisons communautaires, dans la jungle, avec les ressources qui sont là. Mais en fait, il y a environ 30 000 Mentawai. Et les Mentawai ont, comme tous les Indonésiens, subi de plein fouet la dictature de Suharto, qui s'est terminée dans les années 90.
mais qui a quand même laissé des marques dans toute l'Indonésie et en particulier au Mentawai parce que c'est là que la répression a été la plus forte avec la Papouasie. C'est en tout cas là que la première police a été envoyée par le dictateur pour en fait civiliser les Mentawai. Donc ils ont créé des villages gouvernementaux pour forcer les Mentawai à se regrouper justement dans des villages où il serait facile à contrôler plutôt que dans des maisons éparpillées dans la jungle. Mais en fait les Mentawai à la fin de la dictature sont pour certains et pour en fait beaucoup retournés vivre dans la forêt. Euh, Après, voilà, 30 ans de dictature. Et moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est ça qui m'a fait partir sur place au départ. Euh, Ils ont retrouvé en fait un mode de vie non seulement en lien avec leur environnement, mais aussi avec leur spiritualité. Comme tu dis, ils sont animistes et ils ont gardé toutes leurs croyances. Même ceux qui vivent aujourd'hui dans les villages gouvernementaux sont très très animistes. Sont restés. Est-ce que tu as tu me dis, tu m'as répondu, je t'avais posé la question de l'autre jour et tu m'as répondu oui. Alors, est-ce que Pardon. peux nous parler de quelques souvenirs que tu as eus avec les expériences avec Rencontre au bout du monde? Parce que tu as accompagné quelques groupes aussi, notamment quand tu étais là-bas, mais aussi parfois quand tu étais déjà aussi revenu en France, mais tu es reparti avec certains de nos voyageurs. Euh, Mhm. Aujourd'hui, je ne veux pas le cacher, c'est difficile parce que il y a de plus en plus de touristes. Il y a des touristes qui vont à Sibérut, d'abord parce que c'est un spot de surf, donc c'est connu pour ça. Et puis petit à petit, ça grignote un petit peu sur la jungle. Et puis, évidemment, certaines familles aussi ont senti la manne qu'elles pouvaient en tirer. Donc on va aller, nous, on va aujourd'hui chercher plus loin des familles qui sont plus en profondeur dans la jungle. Mais à l'époque, je sais pas, une dizaine d'années, quand tu y allais, c'était encore, il n'y avait pas énormément de monde, pas énormément de touristes. C'est quoi les souvenirs que tu as avec les voyageurs, les surprises, les inconforts? C'est une question vaste. Il y en a beaucoup. C'est vrai que ce sont des super souvenirs. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Les voyages ont toujours été très très enrichissants pour les voyageurs, pour les Mentawai et évidemment pour moi. Les souvenirs les plus forts, je cherche un petit peu, hein, pour pas dire de bêtises. Euh, en fait, ce sont les moments partagés avec les familles. C'est que moi, j'avais vraiment le privilège d'être. C'est ça qui est génial dans ce travail d'accompagnatrice-interprète, c'est qu'en fait, on est au centre des rencontres. On fait le lien, on fait le pont entre les gens. Facilitatrice. Facilitatrice. Exactement. Et du coup, d'être la traductrice en fait des discussions, c'est juste tellement fort et beau quoi. C'était juste trop beau d'être à cette place-là. Euh, et bon, il y a une anecdote qui est vraiment restée, qui m'avait vraiment émue sur le moment. C'était des voyageurs qui avaient appris que c'était l'anniversaire de l'un d'eux, un homme, un Français, enfin un des voyageurs, quoi. Et donc qui voulait organiser une surprise. Je sais pas si je t'avais raconté ça ou si tu t'en souviens. Et donc ils ont demandé aux hôtes de trouver un gâteau d'anniversaire. Donc c'était quand même déjà une sacrée expédition pour trouver un gâteau d'anniversaire. Et les guides indonésiens sont partis, sont revenus en scooter avec un gâteau, sauf que moi j'avais pas encore vu le gâteau, donc j'ai demandé en indonésien est-ce qu'ils ont le koué, le gâteau, et je l'ai dit fort parce que bah, je leur parlais à eux en indonésien, et le guide m'a dit chut, ils vont entendre et tu vas griller la surprise. C'était très mignon comme réaction. Voilà, ce genre de moment qui m'est resté, mais voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a une personne à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, je crois qu'elle est là, et qu'il me semble que c'est grâce à elle qu'on t'a connu. Je ne sais pas si Jacqueline Moutet est quelque part Oui, par là. Tu es là, Oui, Jacqueline? oui, une oui, apparition. oui, je suis là. Bonsoir, Jacqueline, parce que, en plus, une de nos toutes premières voyageuses à Absolument. Soatra, hein. Je sais pas, Et c'est et peut-être. c'est pour, et c'est pour ça que je tenais à être là ce soir, Ouais, pour bah, c'est vraiment super. parler. Vous voyez, c'est un voyage que j'ai fait en 2011. Et à Ah chaque oui. fois que je parle voyage, à chaque fois je parle de ce voyage-là. C'est un de ceux qui m'a. Je voyage tous les ans.
et c'est un de ceux qui m'a vraiment le plus marqué avec le Zanskar. Je dis à tous les 2 voilà, donc je suis très, très contente de retrouver Thaddée, puisque Thaddée, je l'ai eu comme guide. On a Mhm. travaillé aussi ensemble un petit peu quand on a fait le fonds de développement pour la caméra, pour l'ordinateur des Mentawai. Donc voilà, je suis vraiment ravie ce soir d'être avec vous. Et alors, c'est quoi, toi, tes souvenirs comme ça, le plus marquant de ce voyage, que ce soit à Mentawai ou ailleurs, ou sur une autre partie de l'île? Alors les Mentawai, vraiment le souvenir, vraiment, où vraiment on avait vraiment été, c'est quand on est parti à la pêche avec les femmes. Hmm. Donc, le matin, ça a été la préparation, des cachex entre guillemets «des hommes» et on avait une jupe faite de bananier et puis on est parti à la pêche. Donc ça a été un moment vraiment voilà, c'est comme ça. Donc, je sais que, elles ont voulu elles mais vraiment on était d'accord, les personnes qui étaient, on a enlevé nos t-shirts et il y avait absolument aucun regard, aucun vraiment c'était une journée vraiment formidable. Oui, bah, c'est ça, hein. Qu'est-ce Mais il y en que... a plein comme ça. Il y a Oui, Cookie, par exemple, j'ai pris des photos avec Cookie qui maintenant est parti. Je oui, te signale aussi qu'une personne avec qui j'étais venue, Christophe Le Corvic, est oui. décédé il y a 15 jours. Ah, bah, je ne savais pas. Voilà, donc j'en profite pour te le dire aussi. Donc j'ai eu beaucoup de peine parce que il était avec nous au voyage, donc c'était Mhm, vraiment, j'ai eu beaucoup de peine de savoir qu'il mhm, était parti. mhm, Mais comme je dis, à chaque fois que je parle de voyage, je parle des Mentawai. Et mhm. pour la petite anecdote, j'avais un petit-fils qui, je crois qu'il devait avoir 14 ou 15 ans. Un jour, il y a le professeur qui leur dit, ben, donnez un pays dans lequel vous aimeriez aller. Donc il a fait donc son résumé sur le Mentawai, mais il ne me l'a pas dit. Il a été chercher, sur l'internet, toutes les indications et c'est après, il m'a dit: «Maman, mamie, tu m'as tellement bien parlé des Mentawai, le voyage que tu as fait, que j'ai voulu refaire un petit peu un résumé de ce que tu avais vécu». Mhm. Donc vraiment, Et c'est un voyage que je n'oublierai pas. Tani, qu'est-ce que toi, ton sentiment par rapport à, justement à cet afflux relatif, mais quand même Mhm. existant, de touristes là-bas? Bon, évidemment, on peut pas lutter contre ça. Puis, on peut pas non plus critiquer le fait que, bah, voilà, qu'ils y voient aussi un moyen de gagner de l'argent, tout simplement, hein. Puis aussi de rencontrer des Occidentaux. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Parce qu'on a une responsabilité, nous, là-dedans. C'est une question qu'on se pose. Tout à l'heure, je donnerai la parole à Jean, qui est là aussi, je vois, dans l'ombre. Et je sais qu'elle a un avis sur la question. Pour te répondre, moi, comme je disais, la première fois que je suis partie, j'avais 18 ans. J'avais déjà été en Amazonie française où la question du tourisme était vraiment complètement différente. En arrivant en Indonésie, j'avais cette image du tourisme dévastateur et donc j'avais un peu cette condescendance occidentale, hein, blanche, de dire au Mentawai, je sais ce qui est bien pour vous, le tourisme c'est mal. Et en fait, ce sont les Mentawai qui m'ont fait complètement changer d'avis sur la question euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'un point de vue historique, durant la dictature, le tourisme les a profondément aidés à conserver leur tradition. Euh, Ça, je pourrais en parler plus longuement en détail plus tard si jamais. Euh, mais également parce que actuellement, et c'est ça le plus important. Les Mentawai me disaient et me disent toujours qu'ils veulent du tourisme parce que effectivement ça leur rapporte de l'argent sans avoir à aller chercher un travail ailleurs, c'est-à-dire ne pas quitter la forêt pour pouvoir avoir de l'argent. Et en fait, l'argent aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans. Même si on vit en autonomie dans la jungle, de manière à... On peut construire nos maisons, on peut manger, etc. En fait, on doit envoyer nos enfants à l'école, sinon ils vont pas apprendre à parler indonésien et ils vont pas s'en sortir dans le pays dans lequel ils sont nés. C'est une réalité auquel ils peuvent pas échapper. Euh, Hmm. c'est aussi comme ça. Enfin,
C'est aussi comme ça qu'on paye l'essence pour le moteur de pirogue et qu'on met pas plusieurs jours à aller sur la côte. Enfin, c'est quand même vraiment très important et ça permet voilà, aux hommes, aux pères, aux frères, aux oncles de pas quitter leur famille pour aller chercher de l'argent. En plus de ça, ils adorent, enfin, je dis ils, c'est pas les Mentawai en général, c'est les gens de qui je suis proche, c'est-à-dire notamment les familles de Théo Djarto et Théo Lépone me disent toujours qu'ils sont vraiment ravis de pouvoir aussi échanger avec des gens qui viennent découvrir leur culture. Et Mm. dans un second temps aussi, et c'est une condition par contre à ce que ça reste sain, c'est que ça doit être les Mentawai qui doivent avoir le contrôle sur ce tourisme. C'est-à-dire que c'est à eux de décider sous quelles conditions ils accueillent, à quel tarif, voilà, donc Bien sûr. Mm. avec quelles règles, tout simplement. Ce qui Mm. les protège quand même, euh, c'est que le bateau, bon, bah, il passe tous les 3 jours, donc forcément, il n'y a pas un tourisme, c'est pas évident d'y aller quand même. Mais le principal intérêt, c'est que les Mentawai ont vraiment appris à définir l'espace dans lequel ils sont prêts à accueillir ou pas. Et Mm. parfois, c'est pas respecté, mais voilà. Quand ça l'est, c'est ça. Après, il y a Mm. toujours une question du capitalisme voilà, qui vient. Il y a maintenant les enfants qui sont allés à l'école, qui vont à l'université, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et ça crée vraiment des tensions, ça crée du stress quand même chez les pères de famille. Voilà, ça évolue. Mais c'est pas tellement la faute du tourisme et j'essaye de faire court, mais il y avait un écrit anthropologique pour le coup qui m'avait beaucoup marqué, qui était une étude de Martin qui avait passé 1 an à Sibéroute et qui disait ça, qui disait qu'en fait c'est pas le tourisme qui installe le folklore. Au contraire, c'est quand les croyances sont déjà perdues que le folklore s'installe. Or, les Mentawai n'ont pas perdu leur croyance. Et donc, ça permet de vraiment rester dans un cadre sain. Voilà, Ça, je sais pas si c'est ça, très clair. S'il y a des questions, n'hésitez non, mais pas. ça, c'est vraiment J'essaye de intéressant, condenser. effectivement, parce que la folklorisation, c'est Mm. quelque chose qui se produit très, très souvent. Moi, je ne peux pas dire comment ça se passe aujourd'hui là-bas. Hein. J'ai pas d'infos personnelles à donner, j'ai pas d'avis personnel. Mais ce qui est sûr, c'est vrai qu'ils ont gardé toutes les croyances. Et en tout cas, le tourisme que nous faisons, alors à Mentawai ou ailleurs, il joue un rôle de revalorisation des traditions qui sont les traditions intéressantes, hein, pas les traditions qu'on va justement folkloriser, mais les traditions notamment de croyances, de mode de pensée aussi, de proximité avec la nature, avec les éléments, avec les animaux. Tu m'as expliqué un jour, en fait, tu nous as expliqué, je me rappelle quand tu étais venu à notre assemblée générale une fois, une année, euh, bah, qu'il s'excusait auprès d'un animal avant de le tuer, qu'il s'excusait auprès d'un arbre avant de le couper, enfin auprès de l'esprit, je vais appeler ça comme ça, de l'arbre. Mhm. Et moi je trouve ça extraordinaire. Et bon, et c'est vrai que tant qu'il y a ça qui reste, on a des chances que ça parte pas. Voilà. Bon, après, il y a le tourisme, le tourisme de masse, il est aussi très très fort, très puissant, et il sait aussi très bien s'y prendre pour tout casser et tout détruire. Mm. Alors, je ne veux pas non plus te retenir trop longtemps, mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Tani? Vous pouvez prendre la parole. Il faut essayer de ne pas se marcher dessus, mais je vous J'ai laisse. un peu de temps, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Après, je voudrais aussi donner la parole à d'autres témoignages. Et à Jean, il y a Alain qui doit être là, il y a Corinne aussi. Voilà, mais peut-être, est-ce qu'il y a quelques questions à poser à Tani? Pas pour l'instant, donc ça se manifeste pas. En tout cas, n'oubliez pas, vos micros sont coupés, donc si vous voulez parler, il faut les activer en appuyant sur le petit micro en bas à gauche. Alors, ben, on va. Tanis, si tu restes avec nous, avec plaisir, hein, évidemment. Je t'avais dit 10 minutes pour pas abuser de ton temps, mais c'est vraiment un plaisir. Merci. Peut-être Alain, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas si on a déjà parlé ensemble de Mentawai, Alain Augereau. Oui, celui-là. Si, s'il est là, Vous bravo. m'entendez? Vous m'entendez? Je sais pas, quelques moments forts pour vous de votre voyage à Sumatra.
Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a enchanté? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Je sais pas. Allez, je vous laisse vous exprimer. Euh, Vraiment, tout nous a enchantés sur la destination déjà, Sumatra, comme tu expliquais tout à l'heure, ça reste une région. Donc nous, on y est allé en 2018, ça fait déjà 7 ans. Donc ça reste une région qui est peu touristique. Donc c'est plutôt le genre de région qu'on adore. Après, il y a plein de choses qui nous ont marqué. Comme disait toujours Jacqueline tout à l'heure, Jacqueline, le séjour chez les Mentawai. C'est difficile d'en parler. Enfin, je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est d'y aller en fait. Euh, Plus généralement, c'est l'accueil chez les gens, toutes les familles qui nous ont reçus. Je sais pas comment expliquer. On reste seulement 2 ou 3 jours, mais on a l'impression qu'on est les premiers touristes à arriver dans les familles. À chaque fois, on a un accueil hyper chaleureux, hyper personnalisé, et on revient. On a du mal à les quitter en fait. Euh, on a apprécié Héroux, qui était notre guide local, avec qui j'ai toujours. Qui continue à accompagner Oui. pour nous. Mhm. Et, et j'ai appris qu'il vivait maintenant à Beyrouth, parce que j'ai eu des nouvelles il y a peu de temps. Euh, voilà, après, l'expérience chez les Mentawai, ça reste, c'est inexplicable. Faut le vivre. Euh, L'adaptation aux conditions. alors, faut être préparé au fait que c'est vraiment un confort sommaire. Moi, un petit avertissement que j'aurais à dire pour les futurs voyageurs, c'est quand même les conditions pour y aller, les conditions physiques. C'est assez difficile quand même d'accès. On marche sur des troncs. Moi, je me souviens, on avait parlé, Patrick, ça avait été un petit peu compliqué parce qu'on avait une personne d'un certain âge qui nous accompagnait et on était assez inquiets. On a mis 2 heures et demie pour rejoindre les familles parce que c'était assez compliqué et voilà, il faut faire attention Hmm. à pas glisser. On peut imaginer, j'imagine même pas un accident, un col de fémur cassé là-bas parce que pour intervenir, c'est compliqué. Donc vraiment, là, ouais, il faut être prudent. Faut être prudent, c'est assez laborieux pour y arriver, mais une fois qu'on y est, c'est magique, quoi. Voilà, moi, je me souviens de soirées. On parlait d'interprétation, mais on a passé des soirées avec Cookie extraordinaires, avec des fous rires, alors que personne traduisait, quoi. On a créé un lien extraordinaire à partir de photos, d'échanges de photos, de musique. Enfin, c'était extraordinaire. En point qui m'a marqué déjà à l'époque, en 2018, on parlait tout à l'heure de tourisme, c'est l'arrivée des portables chez les plus jeunes. Il y avait des jeunes dans la famille qui avaient déjà des portables. Ça m'a un petit peu surpris parce que on n'imagine pas qu'il y ait du réseau aussi loin, mais et Ils nous avaient demandé, on avait cofinancé l'installation d'une antenne, justement, hein, pour. d'accord. Mhm. Mais Alors, oui, mais oui, ils y ont le droit aussi, bien sûr. bien sûr, bah oui, Mhm. oui. Après, ils évoquaient le fait que les jeunes, en allant faire des études, bon, goûtent au confort, aux vêtements. Donc, je sais pas aujourd'hui s'il y a encore des jeunes qui s'ils sont tentés d'aller en ville ou est-ce qu'ils restent pour perpétuer les traditions. Je sais pas parce que ça fait quand même 7 ans. Euh, Tani, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, si tu es là? Je suis là, pardon, je me reconnecte. Euh, Est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a, grâce un peu au tourisme aussi, à l'arrivée d'étrangers, enfin la venue d'étrangers, ça incitait certains jeunes à rester, et d'autres vont à l'université. Quel avenir ils ont s'ils reviennent dans leur clan, dans leur maison clanique? Beaucoup cherchent à revenir, beaucoup de ceux que je connais, en tout cas que je fréquente, cherchent à revenir parce qu'ils sont fiers d'être Mentawai et ils veulent aider leur communauté. Il y en a qui deviennent infirmiers, professeurs, il y en a qui apprennent juste à construire des maisons, ou qui se lancent dans le tourisme. Beaucoup souhaitent rester. Évidemment, certains ont envie de voyager, ce qui est tout à fait normal pour des jeunes. Mais c'est vrai que la question du téléphone, c'est quelque chose de très fort. Et on a eu beaucoup de discussions là-dessus, je pense, à Rencontre au bout du monde, parce que dans les projets soutenus, c'était aussi la question de... moi, je vous demandais pour les Mentawai, hein, de financer du matériel audiovisuel, des Mhm, téléphones. Il y a mhm. eu un téléphone qui a été payé, Oui, oui, un oui, oui. ordinateur, voilà, pour en fait Et euh, l'antenne. Mhm.
Voilà, pour en fait qu'ils puissent utiliser les images. Parce qu'en fait, tout le monde publie des images d'eux, diffuse des images d'eux, crée même des images d'eux, parle d'eux, et notamment bah, les Blancs toujours, hein, les Occidentaux, et eux n'ont jamais la prise de parole en fait sur leur propre identité, sur leur propre vécu. Et donc Mm. l'idée, c'était aussi de leur permettre voilà, d'avoir leur mot à dire et de maîtriser les outils pour ça. Et Ah maintenant, on est oui. dans un monde où ça fonctionne avec les images, ça fonctionne Mm. avec le numérique, et c'est important pour tout le monde d'avoir les mêmes outils en fait pour communiquer, je Oui, pense. il y a toute une série de petits films qui ont été faits, tournés et montés Mm. par les Mentawai et qui sont vraiment très chouettes, je sais pas, je sais plus où on peut les voir sur YouTube, j'imagine. Je sais plus où est-ce Ouais, qu'on ouais, peut. c'était ça. Voilà. Je voulais aussi donner la parole à Corinne. On parlait tout à l'heure de la difficulté physique, des conditions d'adaptation, enfin de la difficulté d'adaptation aux conditions qu'on peut trouver là-bas. Corinne, je ne sais pas si tu es là encore. Elle est là, voilà, je la vois. J'ai tellement d'images sur mon écran, je vois même pas tout le monde. Euh, voilà, Monde. ton expérience à Sumatra, c'était quand? Alors, c'était en janvier 2024, Voilà, donc donc il c'est n'y a pas très longtemps. une des plus récentes. Voilà, en janvier 2024. Oui. Ben, les conditions, c'est vrai, comme disait Alain, pour accéder au milieu de la forêt, dans les houmas, voilà, c'est la pirogue, la boue. Ouais, il se trouve qu'une fois là-bas, je me suis coincée du dos, mais bon, ça m'était Hmm. jamais arrivé, mais bon. Mhm. Donc, très compliqué parce que dormir par terre, j'arrivais plus à me lever ni m'asseoir. Enfin, Et du coup, le chaman est parti ben, chercher des herbes, des plantes. Il m'a fait un cataplasme. Enfin, voilà. Et tout le monde était très inquiet. On voyait qu'ils étaient inquiets pour moi. Et donc, ils ont fait un cataplasme. C'est mon mari qui me l'a appliqué, hein, parce qu'il ne voulait pas me toucher. Mais alors, après, est-ce que c'est ça ou le kétoprophène que j'avais dans la valise? Dans tous les cas, bon, on est quand même rentré un jour plus tôt. Héroux, voilà, a fait en sorte qu'on rentre un jour plus tôt pour que je puisse dormir dans un lit et qu'on puisse aller voir quelqu'un qui puisse me masser. Mhm. Voilà. Donc le retour a été compliqué, surtout la pirogue avec le mal au Ah dos. oui, 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 ça a dû être la torture. Ouais, Mhm. c'était chaud. Mais autrement, après, au niveau organisation, ben, du coup, enfin, nickel. Euh, on se sent en sécurité tout en étant quand même voilà, un peu lâché et Mhm. libre de faire les rencontres, voilà, d'apprécier. Dans les Et- Mentawai, c'est vrai que c'est nous qui nous adaptons, hein, c'est pas eux qui s'adaptent parce que bah, si dans la journée ben, ils n'ont rien à faire, ben, ils font rien, quoi. C'est-à-dire que ils boivent du café, ils fument, puis oui, c'est tout. Et nous, oui, des fois, on se trouvait, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? oui. L'art du temps long et de l'oisiveté. Ça, Voilà, c'est... c'est ça, tout à fait. Moi, j'en rêve. Le lendemain, bon, ben, il fallait aller à la pêche, donc on a été à la pêche. Donc, petite anecdote, on est parti donc pêcher avec les femmes. Et bon, en fait, on est parti à cinq. On était cinq. Moi, mon mari, Christelle, donc une personne qui s'était greffée sur le groupe, et un autre couple. Donc, on était cinq. Et c'est vrai que j'ai une poitrine plutôt imposante. Et, et donc, je me suis jamais autant fait toucher la poitrine parce qu'elles me touchaient la poitrine, elles étaient impressionnées. Pour elles, elles ne comprenaient pas. Voilà, c'est des petits trucs, mais Hmm, on a bien rigolé par rapport à ça. hmm. Euh, Dans tous les et voyages on qu'on a fait, il y a pu assister. beaucoup de connivence entre les Ah femmes qui oui, ah reçoivent oui. Surtout et les avec les femmes, femmes, les plus qu'avec voyageuses, les hein. hommes. Hmm, hmm, Effectivement, hmm, les femmes sont beaucoup plus dans la relation, hmm. j'ai trouvé, que Oui, les oui, hommes. bien sûr. Alors après, Hmm. peut-être que les hommes avec les femmes, voilà, c'est plus compliqué, mais Aussi. avec les Hmm, femmes, voilà, c'était vraiment fluide.
même sans se comprendre, voilà, c'était vraiment très fluide. Mhm. Chez les Mentawai, on a Les hommes et les femmes assisté. dorment séparés, hein, c'est ça chez les Mentawai. Hmm. Oui, mais ils mangent pas ensemble, voilà, Oui. ils Et ils mangent ne pas mangent pas ensemble, ensemble non plus, d'accord. Hmm. non. Oui, oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire, oui, il y a eu une cérémonie, parce qu'il y avait un jeune couple, voilà, qui allait se marier euh, 15 jours après, donc on a eu droit les 4 jours où on est resté, ça a été jour et nuit cérémonie. Donc c'était dormir sur le plancher, mais à taper du pied, voilà, nuit et Hmm. jour. Je ne sais pas comment ils tenaient parce qu'ils ne dormaient pas. Nous, on essayait de dormir un peu, mais eux, ils ne dormaient pas. Et donc, café, fumée, et 4 jours comme ça, sans. Et Tani, ensuite, oui, il y a eu pardon. également Oui. une cérémonie, enfin, c'était pas une cérémonie, mais il y a une dame qui, je ne sais pas, d'un certain âge, hein, et qui avait mal aux yeux. Et du coup, nous, on avait du collyre, ce genre de choses. Et en fait, le guide nous a dit, mais venez derrière, hein, je vais vous expliquer. Et en fait, le chaman a fait une cérémonie et nous expliquait que cette dame, elle avait mal aux yeux parce qu'elle avait fait quelque chose qu'il fallait pas, quoi. Et en fait, il l'accusait d'avoir volé un poulet Mhm. sans l'avoir demandé avant. Et elle disait que non. Et donc, il a fait une espèce de cérémonie avec des plantes, de l'eau, dans une assiette, je ne sais pas trop quoi, à côté d'elle, hein. Elle était là et nous, on était un peu en retrait. Et en fait, il nous montrait l'assiette et est apparu à un moment donné un os dans l'assiette. Mais je vous promets qu'on avait Oh, les yeux fixés sur l'assiette et, et cet os est arrivé, je ne sais pas d'où. Franchement, on était scotchés et donc il a expliqué en disant, ben, en fait, elle a volé un poulet et ça l'a punie. Voilà, c'est pour ça qu'elle a mal aux yeux. Voilà, de toute voilà manière, c'est. comme dans plein de peuples animistes, Voilà. le fait qu'il y ait un monde parallèle, hein, de toute manière, ça ne fait, ce qui peut être surprenant pour nous, hein, j'ai vu une conférence en août à ce sujet, pas du tout sur les Mentawai, mais sur justement ces mondes parallèles. Ce qui nous surprend, nous, en fait, ne surprend pas du tout des quantités, des millions de personnes sur la planète, hein. Bon, Voilà. voilà, lui, il faisait sa petite cérémonie dans la pièce à côté, les autres, voilà, rigolaient dans la pièce à côté. Chacun fait son train-train. Voilà. Tani, je voulais te Ça demander suffit. la place des femmes dans la société Mentawai. Alors, j'imagine que chacun a son rôle, mais Mm. ça se passe comment? En 2 minutes comme ça? Très bien. Tu prends le temps que tu veux, hein. En fait, les femmes vont vivre chez le mari. Donc, elles partent de leur famille pour aller dans la maison de l'homme. Et quand ce sont les Oumas, donc les maisons vraiment claniques, il y a vraiment toutes les générations de l'arrière-grand-père, grand-père, etc. Donc, la société Mentawai est une société où théoriquement tout le monde a la parole, où théoriquement tout le monde a la même place dans la prise de décision à partir du moment où la personne est concernée, même s'il a un enfant, etc. Mhm, Dans les faits, bon, c'est comme à peu près beaucoup de sociétés, dans les faits, c'est quand même les hommes les plus âgés qui ont le plus de bagou et de pouvoir de base, qui vont le plus prendre la parole, parler, et par ailleurs, les activités sont particulièrement genrées, c'est-à-dire que les femmes sont à la cuisine, à la pêche, les hommes à la chasse, ils s'occupent des enfants, mais bon, ce sont toujours les femmes qui ont quand même le rôle le plus important auprès des enfants, même s'ils sont tout de même présents. Euh, voilà, c'est très genré. Après,
La différence se voit particulièrement quand l'homme devient sikerei, donc chaman, mentawai. Là, la femme a vraiment le rôle pénible, quoi. Vraiment tous les tabous et pas du tout les avantages du rôle. Et elle suit son mari. C'est pas du tout elle qui devient sikéria à la base. Elle devient ou pas, ce que son mari devient ou pas. Voilà. Moi, au départ, je me suis beaucoup plus facilement rapprochée des hommes, étonnamment, parce qu'en fait, je faisais des activités extérieures. J'allais filmer la forêt, je proposais de tenir des caméras, d'aller interviewer des gens, etc. Donc, c'était des activités extérieures et c'est seulement quand j'ai appris la langue, etc., que je me suis vraiment rapprochée des femmes. J'étais toujours un peu entre les deux, euh, mais au départ, j'étais plus côté activité masculine. Voilà. Hmm. Ouais, donc ça reste quand même, enfin c'est quand même assez patriarcal, surtout bon, C'est complètement patriarcal. le pouvoir de décision des hommes les plus âgés, les plus anciens, des anciens. Bon, Bah, ça évoluera peut-être un petit peu dans le bon sens. C'est un des apports du tourisme, hein. Ça on le voit partout, hein. C'est l'émancipation féminine. Parce que on arrive quand même nous avec des modèles qui sont souvent quand même, surtout nos voyageuses, quand même assez différents de tout ça. Oui, tu voulais J'ai eu appuyer. beaucoup de discussions sur ça, autour de ça avec les femmes, notamment autour des contraceptions qui arrivaient sur l'île, qui changent quand même beaucoup la donne. Euh, Ensuite, on le voit un détail quand même très parlant. Par exemple, les Mentawai changent de prénom au cours de leur vie, hommes et femmes, en devenant parents notamment ou en perdant un enfant, etc. Et ce que j'ai appris assez tardivement, en fait, c'est que, parce que c'est assez rare, un homme qui se remarie, en fait, la femme prend le prénom s'adapte au prénom de l'homme et s'appelle, parce qu'ils s'appellent chacun, ils se définissent par leur parentalité, donc ils s'appellent père de un tel ou mère de un tel. Et en fait, une femme qui va se marier avec un homme va s'appeler mère euh, d'un enfant qui n'est en fait pas le sien, parce qu'elle Ah oui. s'adapte Ah à l'homme. oui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est assez parlant, je trouve. Ouais, c'est extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire. C'est pas ordinaire en tout cas. Exactement. Euh, Jean, je sais que j'ai même pas besoin de te poser des questions pour que tu nous dises ce que tu as envie de nous dire sur Sumatra, Mentawai. Tu y allé plusieurs fois avec nous, pour nous. Tu fais partie du groupe pays Sumatra de Rencontre au bout du monde. Je te donne la parole. Vas-y. Carte blanche. Faut que tu actives ton micro. Jean, faut que tu actives ton micro en bas à gauche. On t'entend pas. Le petit micro en bas à gauche. Ok. Et Vous voilà, ça y m'entendez est. là? C'est parfait. Ok. Donc je disais que j'étais extrêmement émue parce que je voulais quand même dire que Tani soit là. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai dû aller à Sumatra, ça devait être il y a 12, 13 ans ou 14 ans, je ne me rappelle pas. Chaque fois, je te demande, Patrick. J'y suis allée 2 fois, certes, mais la première fois que j'y étais, Tani était là, donc j'ai pas voyagé avec elle, mais j'ai fait partie effectivement du groupe pays, puisque dès l'année d'après, j'ai participé au groupe pays. Alors le groupe pays, effectivement, ce sont des bénévoles qui ont envie de s'investir un petit peu plus dans l'association, dont je suis adhérente effectivement maintenant depuis très longtemps. Et je suis émue aussi de voir Jacqueline, parce Hmm. que Jacqueline, quand je suis arrivée, elle faisait partie du groupe pays. Moi, j'étais la débutante. Et c'est vrai qu'au cours des années, comme j'y suis restée depuis très très longtemps, je suis la référente du groupe pays Sumatra avec des projets de développement pour la machine à fabriquer de l'essence avec Nadège. Donc, je suis très 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 émue. Alors, c'est vrai que je suis allée 2 fois à Sumatra, 2 fois dans la Houma de Cookie, que j'ai participé effectivement à la pêche. Alors, il y en a peut-être qui ont gardé leur soutien-gorge. Moi, je l'ai enlevé parce que à partir du moment où je vais chez quelqu'un, j'ai même mangé le petit verre. J'ai été aussi, j'avais un gros problème de constipation, excusez-moi de vous le dire. J'ai demandé à Cookie. Cookie est allé dans la forêt et il m'a fait boire, il m'a touché, j'ai tout accepté.
Et ensuite, après, ça s'est très, très bien passé. Donc, Sumatra, pour moi, c'est un souvenir inoubliable. J'y retournerai bien parce que, faisant partie du groupe pays, ben, j'ai, avec Nadège et une autre euh, bénévole, participé à la création du C2. Donc, Patrick vous a parlé tout à Le l'heure, circuit numéro 2. circuit numéro 2, où on va effectivement beaucoup plus loin, où on va marcher certainement plus longtemps dans la boue, mais la forêt équatoriale, c'est la boue, c'est la pirogue, c'est loin, c'est aller croire au chaman, parce que si on n'y croit pas, effectivement, on peut passer à côté. C'est de ne pas avoir son portable parce que bah, il n'y a pas toujours le réseau. Et moi, je ne peux que conseiller à tous ceux qui ont envie de connaître des populations différentes. Alors pour moi, à Sumatra, il y a certes les hommes fleurs, comme tout le monde les appelle, mais il y a aussi les Minang et il y a aussi les autres. Et j'ai autant aimé, bien sûr, les hommes fleurs, les Mentawai. Moi, je préfère les appeler les Mentawai, mais j'ai adoré effectivement les Minang, j'ai adoré les deux autres où on va. Et je ne peux que conseiller aux gens qui ont envie effectivement de connaître l'inconnu, parce que c'est des fois l'inconnu, ben, d'aller à Sumatra. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et depuis tout à l'heure, j'ai un sourire qui est jusque-là, même si vous ne me regardez pas. Non, on ne va pas bien, mais je connais ton sourire. Ah, Il est merci. là. Merci. Est-ce que des personnes veulent intervenir, poser des questions? Je vous laisse faire évidemment, avant de terminer. Euh, Allez-y, c'est ouvert. La parole est ouverte. Personne? Pas de questions particulières sur le voyage? Des questions pratiques? Oui, Tani, oui. Je veux bien intervenir si je ne En coupe prie. personne. Oui. Simplement pour peut-être quelque chose d'un peu évident, mais tout de même. Euh, c'est que, donc on disait tout à l'heure que j'ai été accompagnatrice interprète en Indonésie, mais en fait c'est avec Rencontre au bout du monde, ça a été ensuite avec une journaliste, mais jamais dans d'autres contextes parce que euh, je tiens vraiment à dire qu'en Rencontre au bout du monde, j'ai accepté de travailler avec vous pour le côté vraiment éthique, enfin vraiment pour la manière que vous aviez de créer, de penser le circuit, d'y réfléchir. Ça m'a vraiment parlé au début et ça m'a surtout impressionné quand on a commencé à travailler ensemble. Pardon, Mikaja, s'il te plaît, tu peux allumer la lumière? Mon amour, Mikaja. Pardon, oh, je vais rallumer la lumière. Non, mais On te on te voit. voit C'est vrai? en Ah bah. clair-obscur. Oui, tu peux la laisser, s'il te plaît, mon amour? S'il te plaît. Je suis désolée, on va continuer comme ça? Je Oui, t'en oui, prie, ça c'est va, on te parfait. voit. Je savais qu'à un moment, les enfants Écoute, allaient apparaître dans la ils ont vidéo. tenu 1h05. Casa, casa, casa. Doucement, doucement, s'il te plaît. C'est demain les fantômes. Pardon. Voilà, bon, voilà, c'est assez évident, mais ça me paraissait important de le dire, c'est que vraiment, j'ai été marquée, impressionnée par euh, toutes les réflexions qui ont pu être menées euh, au sein de l'association pour améliorer toujours plus le circuit. Oui, Pardon. et la relation avec les accueillants, qui est super importante. On y tient, on y tient. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur un nouveau circuit, parce qu'on s'est dit, si ça nous échappe et que ça dégénère, ben, voilà, on peut aussi encore faire mieux, toujours mieux, par rapport à ça. En tout cas, merci de tes compliments. C'est très agréable à entendre venant de toi. Euh, D'autres interventions? Je ne sais pas. Sinon, on Alors va. moi, Oui, j'aimerais dire que ceux qui vont Jacqueline. partir maintenant, ils Oui. ont de la chance parce qu'ils restent plus longtemps que nous quand ça a été les premiers voyages. On est Ah oui. resté très peu de temps. Et ça, C'est jusqu'à. maintenant, j'envie Oui. les gens qui voyagent maintenant parce Mm. qu'il reste quand même un peu plus de temps. Et de toute Oui. façon, on pourrait rester 8 jours, on ne s'ennuierait pas. Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à regarder, vivre les gens. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et pour ça, Le circuit numéro 2, il reste 8 jours à voilà. Mentawai.
Hmm. Ils ont de la chance, ils ont vraiment de la Oui, chance. comme le disait Tani tout à l'heure, on est contraint par les histoires de bateaux hein, qui circulent Ouais, 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 ouais. seulement certains jours. On ne peut pas faire n'importe quoi là, par rapport à ça. Mais bon, on y arrive, on y arrive. On y C'est arrive. bien. Voilà, alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que sur 2026, on est en train de finaliser les calendriers, etc. Vous pouvez nous interroger, il n'y a pas encore tout sur le site. C'est en plein chantier d'ici une quinzaine de jours maxi. Je pense que tout sera en ligne. En tout cas, je voulais aussi remercier toute l'équipe de Rencontre au bout du monde qui rend ces webinaires possibles, hein, parce que là, c'est moi qui parle, mais derrière, c'est elle qui communique, c'est elle qui font pas mal de choses pour nous, les petites vidéos, etc. Donc, hein, Canel, Maëlys, Liana, Clémence, qui était là, je l'ai vue tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore Ouais, là. elle était là. Voilà, je veux aussi vous dire que je vous donne rendez-vous le 6 novembre pour le prochain webinaire qui sera sur le Zanskar, notre Ah, destination historique, parce que voilà, on prépare la saison 2026, donc il faut qu'on arrive à parler de tout, de la plupart de nos pays, des pays dans lesquels on va. Voilà, bon, donc vous nous écrivez si vous souhaitez vous inscrire pour les webinaires. De toute manière, vous recevrez peut-être les informations par rapport à ça. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Si quelqu'un veut encore prendre la parole, c'est encore possible. Je laisse un petit blanc. Moi, je voulais simplement Oui, dire quelque chose aussi. oui, Jean, avec Je plaisir. voulais simplement remercier Patrick Wasserman, qui est le directeur administratif, effectivement, de l'association Rencontre au bout du monde, parce que c'est une association, effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé en tant que bénévole. Mais grâce à lui, effectivement, on peut aller, même si maintenant d'autres agences de voyage nous disent qu'on va dormir et manger chez l'habitant. Moi, je voulais le remercier parce qu'il a créé quelque chose qui est extraordinaire. Je suis une grande voyageuse, je baroude beaucoup et je dis honnêtement que les voyages que j'ai faits, et j'en ai fait plusieurs, Kyrgyzstan et autres, donc merci Patrick. Et là, je peux te le dire en face et non pas à d'autres moments. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup aussi à toi pour tout ce que tu fais pour l'asso. Juste, Tani, j'aurais une petite question. oui, oui, je vous en prie. Bonjour. Bon, merci tout d'abord pour votre présentation, la présentation de votre association aussi de Sourire. Moi, j'aurais une question très courte. Quelle est la meilleure période pour voyager? Parce qu'évidemment, c'est une zone très humide, donc il doit y avoir une saison des pluies où il y a un peu plus de difficultés. On a un certain âge, donc on marche, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai bien compris que l'accès était un petit peu difficile. Mais est-ce qu'il y a une saison qui serait à privilégier, j'allais dire, sur l'année? Je connais la réponse, mais je vais laisser Tani, peut-être, qui, D'accord, elle, merci. non, Bon, c'est bah, qui a vraiment. passé toutes les périodes de l'année, non? La Merci, saison mais la saison des pluies, en fait, il pleut, il fait Il pleut humide tout le toute temps, bien l'année, sûr. Hmm. mais la saison des pluies, où c'est un peu moins bien, c'est décembre-janvier. Vas-y, D'accord. Tani. oui, et puis peut-être août aussi, c'est la période où il y a des grosses vagues aussi pour le bateau. C'est pas forcément très confortable. Ouais, Ah c'est oui. Il me vrai. semble qu'avril, il y a vraiment très peu de pluie, du coup c'est plus chaud. Voilà, c'est assez. Alors après, il y a les saisons climatiques et il y a les saisons touristiques. La Oui. saison des touristes, c'est juillet-août. Oui, non, mais Et ça, c'est ça, sûr, merci. voilà. Il vaut mieux pas y Mais aller. effectivement, dans mes souvenirs, c'est autour d'avril qu'il y a le moins de pluie. Attends, maman. Euh, voilà, Merci. voilà. Oui, oui. C'est À vrai revoir que, en parce que ça plus, bouge en fait, c'est ça. Voilà, pardon. Je me permets de préciser ça. c'est- Avec le c'est- dérèglement climatique, ça, voilà, d'une Moi, je année suis sur l'autre, partie en c'est chaud. janvier, comme, mais on a eu une journée de pluie ah oui, 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 bah, ça c'est en vraiment étonnant janvier aussi, parce qu'en général, janvier, voilà, sur décembre, trois janvier, c'est là semaines. où il pleut le plus. Mais si c'est si vert, c'est nécessairement que c'est humide, Non, de bien toute sûr. manière. Hein, voilà, Mhm. humide, c'est équatorial. C'est vrai que, par exemple, en termes de billets d'avion, l'été, juillet, août, c'est assez C'est cher. terrible ce qui se passe. C'est Ouais. super cher si on s'y prend pas très très longtemps à l'avance. Et ça compte aussi. Hein, ça compte aussi, ça joue. Le billet d'avion compte beaucoup, joue beaucoup et de plus en plus sur le prix des voyages. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous encore une fois. Encore une fois, rendez-vous le 6 novembre pour le webinaire sur le Zanskar. Ça va être un grand moment encore. Ouais. Mhm. Et puis, on va vous
Vous envoyez de toute manière le replay, le lien pour l'enregistrement de de ce webinaire. Et si vous pouvez l'envoyer à vos amis, aux gens qui peuvent être intéressés, etc. Et s'il y a des personnes, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont arrivés un petit peu après le début, vous pourrez voir le début comme ça. On va vous l'envoyer à toutes et à tous. Très bonne soirée et à une autre fois. Merci. 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 Merci Patrick. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.